Bonjour, aujourd'hui on est ici avec Paul Gagné au gym B52 sur Avenue Lenoir et on va vous parler de quelques sujets très importants et je pense qui ont pas mal de succès au Québec avec tous les sports d'hiver qu'on fait. Paul, c'est une professionnelle, un expert d'athlète olympique depuis les 30 dernières années, posturologue depuis les 30 dernières années, dans le ski, dans le patin, dans le hockey et on veut parler de l'importance de la posture, le mouvement chez les skieurs de Beauce et les patineurs de vitesse. On sait que la posture, c'est un acte involontaire et c'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler notre posture consciemment. Paul va nous en parler un petit peu plus en détail et qu'on sait que si la posture de quelqu'un ou d'un athlète est bon avant le mouvement, bien, sa proprioception et son mouvement sera aussi optimal. Paul, bonjour. Bonjour. Bonjour encore une fois. Dis-moi, on est en train de parler des questions qui pouvaient être plus ou moins pertinentes pour les auditeurs. L'importance de la posture dans le hockey, dans les sports d'hiver. Faut penser que le patin et le ski, c'est des bottes. La cécité du capteur podal, c'est-à-dire que au niveau du capteur du pied, qu'il y a beaucoup de récepteurs, surtout les patiniens, bien, à cause qu'il y a une semelle très dure et très ferme, ces récepteurs-là sont très faibles. Donc, on voit qu'il y a une grosse faiblesse au niveau de l'aponévrose plantaire. Lorsqu'on fait des tests sur plateforme de force, sur plateforme de stabilométrie, on voit systématiquement que surtout les joueurs de hockey et les skieurs sont très faibles. D'ailleurs, lorsqu'on fait des entraînements hors glace, dehors, il faut faire attention à la surface. Il y a beaucoup de foulures de cheville, beaucoup plus fréquent chez les joueurs de hockey et les skieurs que chez les joueurs de foot, les joueurs de soccer, les joueurs de rugby ou de football américain. C'est le fait du patin et la botte de ski sont très fermes, donc ça crée un genre excusez l'anglicisme, de shutdown par rapport à l'aponévrose plantaire. Donc, c'est sûr que lorsque la personne n'est plus dans son genre de plâtre ou son carcan, lorsqu'elle va dehors dans des souliers de course, sont très vulnérables aux blessures. Donc, dans notre entraînement, on met beaucoup d'emphase sur activer l'aponévrose plantaire en premier et ensuite les chevilles et renforcer toute la chaîne. On part souvent du pied par ça. Donc, on sait que l'aponévrose plantaire, c'est un fascia, donc ça fonctionne par des fréquences. L'être humain, on est comme une batterie. Donc, ils sont aperçus que si tu mets un 90 Hz dans le milieu, ça va rebalancer les chaînes faciales et musculaires. Donc, ça va travailler sur ton centre de masse ou ton centre de gravité. Oui. Chez l'être humain, on est tous affectés par la gravité. On appelle ça la gravité terrestre, mais on a chacun notre centre de gravité ou dans certains livres en biomécanique, on va parler de notre centre de masse ou notre ligne de gravité, c'est la même chose. Donc, pour que l'athlète soit performant, il faut vraiment gérer son centre de masse ou sa ligne de gravité contre la gravité terrestre. C'est ce qui va causer beaucoup de sollicitations anormales. Oui. C'est ce qui a le problème, surtout depuis 20-30 ans à cause de la position assise. Les gens portent des souliers de course tout le temps, donc qui créent un genre de cécité du capteur podal. On perd la part sensitive du pied. Donc, il y a beaucoup de plans scapulaires antérieurs. C'est-à-dire que si je vais le faire tantôt avec mon athlète, j'ai un joueur de hockey, John Michael, avec nous, puis lui, c'est un bon sujet. Il a un plan scapulaire antérieur, comme beaucoup de jeunes joueurs de hockey. Donc, je veux voir vraiment que ce soit en harmonie avec les critères de normalité que la posturologie nous a indiqués. Mais comme je vous dis, 9 sur 10, et même plus que 9 sur 10, on va voir un plan scapulaire antérieur. Donc, ça va causer d'énormes problèmes, surtout au niveau de l'aponévrose plantaire. On va avoir beaucoup de griffes d'orteils. Le fascia plantaire va être très tendu, qui va créer beaucoup de tension au niveau des tendons d'Achille, au niveau des mollets, poplité, puis on monte dans la chaîne. Puis pour le geste sportif, surtout au niveau du patin, mais ça va créer d'énormes problèmes parce que le patin, il y a une longueur, surtout au hockey, c'est une courbe. Donc, ce qui arrive, si ton centre de masse est trop vers l'avant, tu vas avoir l'impression de courir sur la glace. D'ailleurs, on fait des tests en télémétrie avec des appareils, puis les joueurs sont surpris de voir que certains des gros et grands joueurs de hockey qui ont plus de 100 kilos sont plus rapides que les petits. Par contre, lorsqu'on mesure la posture, on voit vraiment la relation directe entre une bonne posture et le fait d'utiliser la lame au complet. Ça veut dire que ton centre de masse est un peu reculé de la ligne de gravité.
comme les recherches ont été faites sur stabilométrie. Donc, on est capable d'utiliser la lame au complet pour se propulser. Si tu utilises seulement une petite partie de ta lame, la même chose qu'en ski, si tu es trop en avant, mais tes fessiers vont être par en arrière, tu vas être penché. Donc, il va y avoir des problèmes au niveau de la vision, l'exécution du jeu, mais aussi de la mécanique de patin. Tu vas faire beaucoup plus d'enjambées pour te déplacer. Tu vas être beaucoup plus fatigué. Mécaniquement, ça va être beaucoup moins efficace et ta précision va être moins bonne, donc pour changer les directions. C'est pour ça que nous, lorsque Bernard nous a enseigné dans les années 90 à faire du management du centre de masse, ça nous a sauvé énormément de problèmes, surtout avec nos joueurs de hockey, à cause de la position penchée et surtout sur les skieurs de bosse. Et la répartition de poids, c'est quelque chose qu'on regarde. Nous, ça fait des années qu'on en parle. Toi, ça fait 30 ans. Une répartition de poids qui n'est pas symétrique, effectivement, ou qui n'est pas pareille. Hein, parce que si on pèse 200 livres, normalement, logiquement, on devrait avoir 100 livres à gauche, 100 livres à droite. Et comme tu viens de l'expliquer, je peux juste imaginer, si l'appui podal est asymétrique, eh bien, ça pourrait, en fin de compte, dans 72% des cas, ça va créer un plan scapulaire antérieur qui va affecter la fatigue, la performance, le temps de réaction de l'athlète. Tu me disais tantôt, je t'ai demandé de garder ça pour le live, une des athlètes que tu avais vue, que tu savais, juste en la regardant, en voyant sa posture, tu pouvais plus ou moins, entre guillemets, prédire qu'elle allait bien performer. Peux-tu nous en parler un petit peu? Bon, oui. Justine Four-Lapointe, comme on sait, je travaille avec les sœurs depuis 16 ans. On les connaît très bien. Ils ont toutes fait de la reprogrammation posturale pendant des années. On travaille beaucoup au niveau des fascias, puis activer, ça fait partie de leur réchauffement. D'ailleurs, ils s'entraînent tous avec des souliers Vibram, les Five Finger. Oui. C'est sûr pas avec l'impact, mais lorsqu'on fait beaucoup de musculation sans impact dans le gym, pour vraiment avoir une bonne articulation au niveau podal, comme les mains. Les pieds devraient bouger comme les mains. Donc, dans une botte de ski, c'est très important d'avoir un appui qui est les 5 orteils, d'avoir vraiment que ça ne soit pas un tout pris dans une botte. Il faut vraiment avoir une indépendance segmentaire au niveau des orteils et avoir une bonne sensibilité au niveau de la ponévrose plantaire. Donc, j'étais à Montréal, j'étais à Pyeongchang, puis je pouvais voir qu'on l'a vu dans toutes les finales, parce qu'il y avait finale 1, 2, 3. Puis en qualif, son langage corporel était vraiment bon. Donc, il y a une relation directement, lorsque ton système postural est bien reprogrammé, mais ta posture va être meilleure. Mais lorsque ta posture est meilleure, ton attitude va être meilleure et aussi ta confiance. On le voit, les athlètes se tiennent mieux, le menton est mieux, biomécaniquement sont mieux centrés. Probablement, si j'avais eu des sensors dans ses bottes, j'aurais vu que son centre de masse il était reculé, que c'est parfait, parce que la pente est environ à 27-28 degrés. Donc, imagine, si tu es déjà en avant, plus la pente, tes fessiers vont être en arrière, puis ta tête va se promener. C'est un sport jugé, c'est un sport de précision. Ils vont énormément rapidement, puis ils ont 2 grands sauts à faire, et en plus, il faut qu'ils soient jugés, il faut qu'ils atterrissent de façon harmonieuse. Donc, j'ai pu voir, à toutes les fois que la caméra était sur Justine, je voyais son engagement, je voyais ses yeux, même les commentateurs, je crois que c'était Jean-Luc Brassard, il disait « Wow ». Alors, on voit vraiment l'engagement, le feu dans les yeux, mais sa posture était très bien. Il n'y avait aucun doute. Donc, on le voit, les athlètes qui ont un peu plus de doute, ils ont la tête en avant, ils regardent vers le sol. Déjà là, en partant, le centre de masse est déjà dévié. Mais en ski de boss, tu n'as pas le temps. Tu as environ 8 à 9 bosses, tu as le premier saut déjà qui set le ton. Puis tout de suite après le premier saut, la pente, c'est là qu'il y a le plus grand degré de difficulté, puis c'est long. Là, les jambes te brûlent vraiment, tu es en position de squat profond, puis tu absorbes à haute vitesse. Puis là, il faut que tu te prépares pour un dernier saut. Puis encore là, c'est un sport jugé. Donc, la posture, c'est primordial, surtout dans les sports jugés, avec nos patineurs artistiques en danse. On avait plusieurs aux Olympiques cette année. Et la même chose au hockey. Même si le hockey, c'est pas un sport jugé, on s'est aperçu que les athlètes qui ont une meilleure posture, que ça change d'un match à l'autre. Hein. S'ils ont une mauvaise nouvelle, ça a mal été, le coach, il est après eux, ça va moins bien, on le voit sur le banc. Mes athlètes, je les vois, ils ruminent un peu, ils donnent un petit coup à terre. Je peux prédire leur prochaine fois sur la glace comment que ça va aller. Ceux qui s'assoient et regardent, ils se mettent un petit sourire, même si c'est faux. Fake it until you make it, ils disent en anglais. On voit que souvent, ils vont revirer le match complètement dehors. Un match qui s'annonçait très mauvais, juste par un changement d'attitude, meilleure posture, même si c'est pas vrai, même si c'est vraiment un jeu. Mais on voit que dans les prochains
mouvements, les prochaines minutes qui sont sur la glace ou en ski, on voit un changement immédiat. Donc, c'est toujours une autoroute à deux voies. Hein. Si ta posture est bonne, tu vas te sentir mieux, mais si tu te sens mieux. Donc, il faut toujours manager ça. Comme on parlait dans notre dernier qu'on avait fait en anglais sur la respiration, c'est très important. Le contrôle par le nez, absolument, par rapport au diaphragme, par rapport aux nerfs vagues, par rapport à notre attitude, aux zones alpha, environ 12 à 13 Hertz. C'est important. Il y a plusieurs recherches qui ont démontré que les athlètes qui performent le mieux, c'est ceux qui sont dans ces zones-là, entre 12 et 13 Hertz. Ils ont un contrôle neuromoteur et vraiment postural parfait. Et on sait que aussi une posture avec un plan scapulaire antérieur, ce qu'on va vous démontrer dans quelques minutes avec 2 exercices que Paul va vous montrer aussi. On sait aussi que ceci va prévenir une bonne respiration parce que tout simplement, si votre centre de gravité est parti par en avant, pensez à votre œsophage qui sera plus en avant, surtout si on a aussi, comment on dit, forward head posture, une tête de posture plus ou moins par en avant. Il y aura un effet direct sur la respiration. Alors, j'encourage les gens, on a notre ordinateur ici, on aimerait ça pouvoir prendre vos questions. On vous demande d'y penser, de mettre les questions ici. Il y a Paul qui est là, profitez-en pour qu'il puisse vous répondre directement en live. Il y a Jackie qui nous dit qu'il y a plusieurs études qui ont été publiées, des corrélations avec la performance et la posture. Alors, c'est même pas notre opinion, même si ça fait des années qu'on le dit, c'est la science. Alors, on peut pas vraiment argumenter la science de ce point de vue-là. Paul, il y a 2 exercices que tu aimerais nous démontrer. Tu vas nous démontrer aussi de quoi ça a l'air un plan scapulaire antérieur avec ton athlète. En attendant qu'on prenne vos questions, tu veux-tu qu'on fasse ça maintenant? Et allez, on y va. Just remove your shoes, John. Thank you. Comme on peut voir, mon athlète a eu malheureusement un coup de hockey, fait que c'est brisé, mais on peut entraîner ses jambes. John, facing this way. Take a deep breath and relax completely. Donc, on peut le voir clairement que c'est un bon cas de plan scapulaire antérieur. On a une bonne déviation énorme et même s'il fait ses exercices, c'est très, très fréquent. Montre-nous au niveau thoracique. De mes doigts, j'ai presque 3 doigts. Puis ici, on voit là, qu'on est très en avant. Là. Je suis aligné avec son plan fessier. Donc, c'est dans le moment, juste à le voir, il y aurait beaucoup de tension au niveau des lombaires. D'ailleurs, il y a déjà eu des problèmes, un peu un relâchement au niveau des sous-ombilicaux, au niveau des abdominaux, surtension au niveau des psoas cœliaques. Il va y avoir la griffe des orteils. On regarde souvent dans les patins, on voit ça souvent. D'ailleurs, il y a une compagnie, Powerfoot de Rob Book, excellent à Montréal. Ils ont même inventé des petits coussinets pour mettre par-dessus, dans le patin, par-dessus les orteils. Ça l'aide à relever un peu les orteils, donc ça ramène un peu le centre de masse vers l'arrière. Mais c'est sûr que pour John, les semelles SBS l'emmèneraient immédiatement. Donc, je vais sauver énormément de temps. Pour lui, beaucoup moins de sollicitations anormales dans sa chaîne postérieure et au niveau de ses pieds. Ensuite, il faut regarder, quand tu as un plan scapulaire comme John, comme je vous dis, là, dans les livres, c'est 72%. Moi, dans ma pratique, depuis 30 ans, mais depuis 10 ans, c'est au moins 90%. Je ne sais pas si c'est au Québec ou si le fait que ça, mais c'est beaucoup, ou le fait qu'on porte des bottes plus, mais on voit une épidémie, puis c'est de pire en pire, je les vois de plus en plus jeunes. Donc, ce qui va arriver ici, tu as l'articulation talo-calcanéenne. En anglais, on appelle ça le subtalar joint. Mais comme John, le problème, c'est que, comme la plupart des gens qui ont un plan scapulaire antérieur, John, just stand on the right leg. On voit qu'il y a une tendance varisante. Now, go on the left. Laisse-moi la reprendre Okay, sur parfait. la vidéo Just go. pour que je le montre. That's it. On voit vraiment là qu'au niveau, ça part en varus. Et maintenant, à gauche, on voit qu'au niveau de la mortaise, il se remet rapidement parce qu'il y a un bon système nerveux, mais le premier mouvement, c'était en valgus. Donc, on peut voir, OK, John, that's good. On peut voir qu'il y a plus de poids sur la jambe droite. Il est un petit peu en virage de ski. C'est ce qui crée des problèmes au niveau de son bassin. Donc, c'est sûr qu'en corrigeant le pied, il faut corriger le bassin en même temps. Donc, on ne peut pas faire un ou l'autre, ça va toujours de pair. C'est ce qui est le problème souvent. On touche le pied, on ne touche pas le bassin, ou on s'occupe seulement du bassin, puis on n'occupe pas du pied. Il faut toujours travailler les deux, puis après ça, on va monter, parce qu'à cause qu'il est trop en avant, donc il va y avoir des compensations avec sa tête. Au niveau des rhomboïdes, il va y avoir une faiblesse, il va y avoir surtension au niveau des trapèzes. Donc, au niveau diaphragme, il va y avoir trop de tension, ça va être moins bien pour respirer.
Donc, son rythme cardiaque il va être trop élevé par rapport à la demande à cause de la compression au niveau du diaphragme. Mais ça part du pied et ça part du bassin. Souvent, en corrigeant le pied, vous allez voir qu'automatiquement, pas après une semaine ou deux, mais après quelques mois, mais il faut faire des exercices pour ça. Donc, je vais vous montrer des exercices pour travailler au niveau de donner un peu d'espace au niveau de l'articulation, au niveau du talus talo-calcaneum. John, you're going to come here. Remember the one that I gave you? This one, you're going to put it in front. La bande élastique va créer une traction vers l'arrière. Donc, on la met en bas de la mortaise. On met une tension maximale. On lève le gros orteil un peu pour aligner. Le gros orteil, en le levant un peu, ça va aligner l'articulation au niveau du calcanéum et du talus. Et simplement faire des petits mouvements de mobilisation en gardant le talon au sol, la grosse orteil, puis on avance tranquillement pour créer, puis on ajuste la bande élastique pour avoir le plus de traction vers l'arrière. Ce que ça va faire, ça va reculer au niveau du talus en rapport au calcanéum. Mais il faut toujours garder l'articulation droite. Il ne faut pas faire ça sur une articulation croche. Donc, ce que ça va faire, chez les gens qui ont de la difficulté à faire du squat sans lever les talons, on en voit souvent, c'est souvent causé, dans la plupart des cas, l'articulation est bloquée. Donc, il y a une butée. Ils sont trop soit en valgus ou même un valgus de niveau 2 ou 3, presque un pied plat. Donc, il faut réaligner. On ramène, puis on donne la mobilité. Une dizaine de répétitions des deux côtés. Puis, l'athlète va s'apercevoir que dans la position de patin, il va être capable d'avoir le genou beaucoup plus en avant. Ce qui va avoir un transfert avec son torse va être beaucoup plus droit. Il va être moins penché. Parce que ceux que le genou n'a pas un bon mouvement vers l'avant à cause de du blocage au niveau de l'articulation talo-calcanéenne, ils vont avoir tendance à avoir le genou reculé. Et la compensation, c'est comme ça. En ski, c'est la même chose. Donc, on va voir qu'il faut vraiment donner une bonne mobilité au niveau tibial en rapport avec le calcanéum et le talus. Évidemment, toujours garder le pied. On fait une dizaine de répétitions, 2-3 séries. Ça va aider énormément à réengager. Je le conseille de le faire même avant de faire du squat. Par la suite, il faut être capable aussi de garder au niveau proprioception. On a plusieurs exercices qu'on donne spécifiques. Mais aujourd'hui, je vais vous donner des mouvements généraux avec des tractions latérales. Lorsqu'on utilise des tractions latérales, le corps humain est très déstabilisé avec des mouvements latéraux. C'est beaucoup plus supérieur de travailler avec des tractions latérales que de travailler avec des coussins de proprioception ou des plateformes de wobble board c'est beaucoup plus efficace à travailler avec des tractions. D'ailleurs, dans le séminaire qu'on va donner le 28 octobre avec Lorne Goldenberg et Yves Nadeau, je vais passer beaucoup de temps. Je fais une des premières parties après Annette que tu vas faire à la posturo. Moi, je rentre dedans. Puis il va y avoir beaucoup du séminaire, tous les mouvements de traction latérale par rapport au haut de corps, bas de corps, pour préparer l'athlète ou le client après que Lorne et Yves vont les torturer avec les techniques très avancées d'entraînement. Donc, mon but, c'est de bâtir une base, d'activer les systèmes de proprioception au niveau de la cheville, surtout en mouvement en chaîne avec le bassin. Donc, John, you're going to go standing up, facing. Use this leg. Put it inside. Donc, on met la bande élastique encore là, en bas de la mortaise. On recule un peu et on maintient la position. On lève la grosse orteil. Now, lift this leg up. Mais tu veux garder l'équilibre. On garde, on veut environ une trentaine de secondes. Si c'est passé, on recule. Mais il faut avoir quand même un succès. Il y en a des gens qui vont trop loin, ils tombent. Donc, il faut que ça devienne, comme pour lui, c'est trop stable. On pourrait, now move out a little more. Pour, à grosse orteil, lever la même chose. Puis on garde le premier méta au sol. Donc, une traction latérale. Donc, lorsque la traction va tendance vers l'adduction, donc on lève le gros orteil. Et lorsqu'on change de pied, lorsque la traction va être stay forward like this, la traction va être en ABD. Donc là, il faut qu'il garde le gros orteil au sol et lève la petite orteil pour créer keep this down and lift the small toe up more. That's it. On s'en va en valgus. On veut travailler le pied en valgus parce qu'il s'en va en varus. Donc on veut travailler la traction de la bande élastique, va le forcer en varus. On veut garder, on veut fixer en valgus. Et la même chose
lorsqu'on s'en va en valgus, on veut fixer en valgus. Ce que ça fait, on fait les deux côtés, évidemment, environ 30 secondes. Vous allez voir que même après une session, si vous avez la chance d'avoir une plateforme de force ou une plateforme de stabilométrie, vous allez voir que souvent on obtient le 50-50 immédiatement. Surtout si les semelles de posture sont mises. Parce que c'est très efficace, mais ça n'ajuste pas le plan scapulaire. Donc oui, sa cheville va être beaucoup plus réceptive, mais on n'a pas réglé le plus gros de ses problèmes, le plan scapulaire antérieur. Absolument. Bien, écoute, merci. On va repasser de l'autre côté. Est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu voulais nous... Thank you, John. Thank you. Thank you, John. All right. So, alors, on va se reconnecter ici. Alors, yes, Marnie, we did get your comment. Your physio gave you some of these exercises as well, and it really helped. But we're really talking about helping with proprioception. But if we're going to change faulty motor patterns, don't forget you do have to change the way that your brain is actually talking to the musculoskeletal system. Paul, alors écoute, on regarde ici. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires par la suite. On va certainement pouvoir répondre à ces questions. Paul, cette vidéo sera partagée sur son mur à lui. Donc, il pourra vous adresser si vous avez des questions par la suite. Écoute, tu as mentionné on a des bonnes nouvelles. On va vous offrir une formation de 1 jour où on aura des experts dans le coach. Paul, Lauren Goldenberg, merci. Lauren, thank you. Lauren Goldenberg et Yves Nadeau. Yves, je pense que tu es en train de nous regarder présentement et on vous offre cette formation de 1 jour exclusivement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on combine 100 années. Même, je pense un peu plus, mais en tout cas, ça va être proche. Ça va être proche, 100 années d'expertise dans le coaching. Ça sera donné à Montréal, ça sera en anglais. Mais comme vous savez, on parle tous plus ou moins français. Donc, si vous avez des questions en français et si vous comprenez l'anglais, on vous invite à venir à cette formation qui sera donnée le 28 octobre. On mettra les détails dans les détails du post. Et écoute, Paul, merci beaucoup encore une fois. Toujours un plaisir de te rencontrer. On vous invite aussi à regarder les capsules vidéo de Paul sur le contenu de Expertise 360. Il y a plusieurs capsules qui vont certainement vous servir à pouvoir améliorer votre performance avec vos athlètes et avec vous-même. Donc, sur ce, merci beaucoup et on vous dit à la semaine prochaine. Thank you, Paul. Merci. Au revoir.